Voilà. Alors, pour ceux qui ne connaîtraient pas encore WSI, WSI, c'est un réseau de consultance international spécialisé dans le marketing digital. On est présent dans un peu plus de 80 pays, au travers un peu plus de 1000 agences réparties sur ces différents pays. On existe depuis une vingtaine d'années. On a des partenariats stratégiques avec tous les leaders de l'Internet aujourd'hui, notamment grâce à la taille de notre réseau. Aujourd'hui, l'Internet est devenu quelque chose de très complexe, ça s'est diversifié. Vous voyez un aperçu de toutes les solutions de marketing digital qui existent aujourd'hui. On recense, je pense, plus de 900 solutions qu'on peut regrouper dans 43 familles de techniques marketing digital. Donc, c'est extrêmement dense, complexe. Ça l'est déjà pour les professionnels du marketing digital, mais pour les gens dont c'est pas le métier ou le core business, ça l'est davantage. Et c'est là où les consultants WSI peuvent vous aider à mettre du sens dans ce qui pourrait apparaître comme assez confus, voire chaotique. Et donc, n'hésitez pas à consulter sur le site internet les agences les plus proches de chez vous. En termes de service, on offre un full service ou une approche 360 degrés depuis la création de votre site web, votre plateforme e-commerce, d'applications mobiles, etc. On propose également tous les services de visibilité dans les moteurs de recherche, que ce soit l'optimisation du référencement naturel, les campagnes de référencement payant. On propose également de travailler la présence de nos clients sur les réseaux sociaux avec création des profils, tout ce qui est production, gestion des contenus, le community management, les interactions, l'e-réputation, etc. Et puis tout ce qui est production de contenu pour alimenter tout votre dispositif digital. Voilà, ça c'était pour le petit pitch commercial. Maintenant, je propose de rentrer dans le vif du sujet. Sachez que les ateliers du web marketing auxquels vous participez aujourd'hui ont lieu tous les mois. Donc, c'est peut-être la première fois que vous y participez, mais sachez que tous les mois, nous abordons une thématique du marketing digital. Donc, n'oubliez pas de marquer dans vos agendas ce petit rendez-vous mensuel. Voilà, c'est une façon très rapide et très concrète de développer ses connaissances et ses compétences au niveau du digital. On a également un livre qui s'appelle Digital Minds, 12 clés pour développer votre business sur le web, qui est en vente sur Amazon, pour ceux qui souhaitent l'avoir en version papier, mais qui est également téléchargeable en format numérique, donc en format PDF, sur le site internet de WSI Luxembourg ou de WSI France également. Voilà. Alors pour ceux qui s'intéressent davantage à la problématique du social selling, qui est l'objet de notre webinaire, sachez que nous avons créé un site dédié à cette thématique qui s'appelle formationsocialselling.fr et dans lequel on présente un peu l'offre de services, mais j'y reviendrai en fin de webinaire. Voilà, donc moi-même, je m'appelle Laurent Hannet, je suis consultant WSI depuis 6 ans. Je suis basé à Luxembourg, j'ai essentiellement une expérience dans le marketing, un petit peu dans la vente, mais essentiellement dans le marketing. Et je pratique le social selling depuis maintenant 3 ans, 3 à 4 ans. Je dirais, j'ai créé un compte LinkedIn, c'était je pense en 2009, au début de façon plus pour suivre le mouvement. Et puis voilà, depuis quelques années maintenant, je me suis formé, intéressé d'abord et puis formé à l'usage des réseaux sociaux professionnels dans une approche business. Et c'est de cela que nous allons parler. Voilà. Donc le sujet de ce jour, c'est le social selling, pourquoi et comment. Avant le pourquoi, on va quand même préciser ce qu'est le social selling. Qu'est-ce qu'on entend par social selling? Si vous tapez social selling dans Google, vous voyez que vous avez des millions de résultats. Ici, on est à 62 500 000 résultats. Donc, c'est bien la preuve que le sujet passionne, est au goût du jour et qu'il y a énormément de contenu et de discussions qui ont lieu sur ce sujet-là. Donc, c'est vraiment un sujet d'actualité. En termes de définition, moi, je retiens 3 éléments importants. C'est d'une part, on parle de réseaux sociaux utilisés par des commerciaux dans un but ou un objectif de vente. Donc, il y a des réseaux sociaux, c'est à l'usage des commerciaux, des forces de vente et dans un objectif de développement des ventes. Voilà.
Après, on peut le formuler comme on veut, mais en tout cas, ce sont les trois composantes qui, à mes yeux, sont indispensables pour définir le social selling. Alors, pour qui le social selling? Est-ce que c'est pour le B2B? Est-ce que c'est pour le B2C? C'est vrai que historiquement, je dirais, c'est surtout une technique qui a vu le jour au niveau du monde B2B, ou de l'approche business B2B, parce que ça s'adapte particulièrement bien dans des cycles de vente longs ou des cycles de vente complexes qui sont typiques, je dirais, dans le business to business. Cela dit, au niveau des réseaux sociaux, je pense qu'il faut surtout considérer qu'on est avant tout une personne et qu'on s'adresse avant tout à une personne. Et c'est ce qu'on appelle le H2H ou le P2P, human to human, person to person. Donc voilà, avant d'être une entreprise sur LinkedIn, vous êtes une personne qui va s'adresser à une autre personne. Et c'est important. Une des premières choses qu'on apprend en technique de vente, c'est que on n'achète pas une entreprise, mais on achète une personne, et que le premier objectif d'un vendeur, c'est de se faire accepter en tant que personne pour pouvoir par la suite vendre les produits ou les services de son entreprise. Mais sur les réseaux sociaux, ça reste vrai également. Alors, qui utilise le social selling? Ici, on a un slide qui est des statistiques qui ont été communiquées par LinkedIn et qui montre un peu le taux d'utilisation du social selling par secteur d'activité. On voit en tête, on a l'industrie des technologies, des softwares, ensuite les services professionnels avec 23%, les médias et le divertissement 20%, etc. Et si on va tout en bas, on retrouve la grande distribution avec 12%. Ce qui est important, je pense, à retenir de cette slide, c'est pas tellement le score de tel secteur par rapport à tel autre, mais c'est surtout de se rendre compte que finalement, aujourd'hui, tous les secteurs d'activité utilisent le social selling parce que ça apporte une réponse par rapport à une situation et à une problématique actuelle, et c'est ce que nous allons voir. Alors, pourquoi le social selling? Le social selling, donc, répond ou apporte une solution à une situation qui est rencontrée aujourd'hui par les forces de vente. Tout d'abord, ce qui marchait bien par le passé, mais marche beaucoup moins bien aujourd'hui, et c'est notamment la prospection, le démarchage à froid par téléphone. Aujourd'hui, vos acheteurs ils sont comme vous, ils sont comme moi finalement. On est sursollicité, on n'a pas assez de temps dans une journée ou dans une semaine pour faire tout ce qui nous est demandé, et donc on est mis sous pression. Et donc on va très difficilement accepter de répondre ou de prendre au téléphone des demandes de personnes qu'on ne connaît pas. C'est vrai pour le téléphone, c'est vrai également pour l'emailing. On reçoit énormément de sollicitations commerciales par email. On répond à très peu d'entre elles. Ensuite, deuxième élément, aujourd'hui, l'acheteur est connecté et il a accès de façon très rapide à une foule d'informations sur les produits ou les services dont il a besoin ou qu'il recherche. Et donc, il n'a plus besoin d'attendre la visite du commercial pour recevoir de l'information sur tel type de solution, pour être éduqué sur la meilleure façon d'appréhender telle problématique, etc. En un clic, il accède non seulement à une présentation de vos produits, de vos services, mais également de vos concurrents. Il accède à des blogs, à des forums de discussion qui comparent les différentes solutions, les différents prestataires, éventuellement à des comparateurs de prix, etc. Et donc, je dirais le rapport de force entre l'acheteur et le vendeur s'est déplacé au profit de l'acheteur. Ça, c'est un élément important. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que dans ce déplacement de rapport de force, c'est extrêmement important d'être parmi les premiers à apporter de l'information et de la valeur ajoutée aux acheteurs. Parce qu'une étude qui avait été réalisée par Forrester il y a déjà 2 ans, je pense maintenant, avait montré que 2 acheteurs sur 3 choisissent la première entreprise à leur avoir apporté de la valeur. Et donc, c'est-à-dire qu'aujourd'hui,
Vous ne pouvez plus vous contenter d'entrer en liste ou en compétition au moment du rendez-vous ou de la sollicitation de rendez-vous client, mais vous devez déjà vous positionner dans la tête de l'acheteur potentiel comme le prestataire, ou en tous les cas un des prestataires de choix par rapport au type de produit ou de service que vous avez à proposer. Et pour ça, travailler sa présence Internet est devenu capital. Et c'est en cela que le social selling, on va le voir, apporte une réponse et une solution efficace. Autre élément également, on se rend compte qu'aujourd'hui, c'est très difficile pour un commercial de gérer la zone morte, surtout lorsqu'on est dans des processus de vente relativement longs. La zone morte, c'est la période de temps qui s'écoule entre le moment où vous remettez la proposition commerciale à votre prospect et le moment où ce prospect va prendre sa décision. Parfois, il peut s'écouler plusieurs semaines, plusieurs mois. C'est pas rare d'être sur des cycles de vente de 6, 9, 12, 18 mois en fonction des produits ou des services que vous vendez. On va voir que le social selling permet de rester présent dans l'esprit de l'acheteur et permet de revenir vers lui, de revenir en contact et de relancer en continuant d'apporter de la valeur ajoutée et pas simplement en demandant des nouvelles par rapport à la prise de décision. Voilà. Et c'est en cela aussi que le social selling est vraiment une technique très utile et très efficace pour les commerciaux. Alors ici, quelques statistiques qui corroborent un peu ce que je viens de vous présenter. Donc, il y a une étude qui avait été réalisée par CEB et qui montre que 57% du processus d'achat est fait avant l'implication du commercial. C'est ce que je vous disais. Grâce à l'Internet, les gens se renseignent, s'informent, s'éduquent sur la meilleure façon de solutionner telle problématique ou de choisir tel type de solution avant même que le commercial ne débarque dans le bureau. 54% des gens sont impliqués dans le processus de vente au B2B. Ce qu'il faut retenir de ça, c'est que on a de plus en plus de gens qui sont impliqués dans le processus de vente. Et quand on est dans des produits ou des services relativement complexes, on peut arriver jusqu'à 4-5 interlocuteurs qui vont avoir leur mot à dire dans la prise de décision finale, que ce soit le CEO, le directeur financier, le directeur IT, si on est dans l'IT, ce genre de choses, et parfois des gens qui sont plus au niveau opérationnel. Et donc là aussi, le social selling va permettre d'identifier ces différentes personnes, de se connecter avec elles et de les alimenter avec les bonnes informations, les bons arguments pour se positionner son offre et son entreprise comme le meilleur choix à faire. 75% des acheteurs B2B utilisent les réseaux sociaux pour rechercher des prestataires de services. 90% des preneurs de décision affirment ne jamais répondre à de la prospection à froid. Et 74% des acheteurs choisissent le représentant qui a été le premier à leur apporter de la valeur ajoutée. Voilà. Et donc tout ça, c'est des éléments un peu plus chiffrés pour corroborer ce que je vous ai présenté jusqu'avant et vous convaincre que le social selling est vraiment une technique qui permet aujourd'hui aux commerciaux de faire la différence par rapport à ceux qui n'utilisent pas le social selling. Il ne faut pas le voir comme une baguette magique qui vient remplacer toute l'approche commerciale traditionnelle, mais plutôt comme une corde supplémentaire à votre arc de commercial ou de responsable des ventes qui va vous permettre d'atteindre plus rapidement et plus facilement vos objectifs de vente. Voilà. Et donc aujourd'hui, on peut dire finalement qu'il y a un basculement du cycle de vente, que là où dans le temps, où auparavant on était plus focalisé sur la prospection dans le dur, sur la qualification des contacts et sur le pitch commercial et les démonstrations, aujourd'hui on va davantage se focaliser sur les réseaux sociaux et la connexion au travers des réseaux sociaux dans le but de pouvoir
éduquer, informer ses clients potentiels afin de les engager et de les amener vers l'acte d'achat. Et donc, on parle plus finalement d'un cycle d'achat, là où auparavant on parlait du cycle de vente. Et ça traduit bien le changement de rapport de force dont je vous ai parlé en introduction, où finalement aujourd'hui l'acheteur a plus de pouvoir qu'auparavant par rapport au vendeur. Voilà. En conclusion de cette introduction, pourquoi le social selling, je dirais la question aujourd'hui n'est pas tant de savoir est-ce qu'il faut faire du social selling, mais plutôt de savoir comment bien faire le social selling, comment bien l'implémenter. C'est ce que nous allons voir maintenant dans le point 3, comment le social selling. Alors, ici, je vais vous présenter 4 étapes du social selling, qui sont les 4 grandes phases à déployer lorsqu'on veut implémenter une stratégie social selling. La première de ces phases, c'est créer une marque forte. Donc vous allez devoir créer votre présence sur les réseaux sociaux professionnels. Alors au niveau des réseaux sociaux professionnels, petite remarque, ici je parle essentiellement de LinkedIn. D'accord? Parce qu'aujourd'hui, LinkedIn est le média social professionnel numéro 1. Il existe d'autres médias sociaux. Il y a Viadeo en France, il y a Xing en Allemagne, etc. Il y a d'autres médias de type Twitter qui sont aussi utilisés dans une approche social selling. Ce qui est important à retenir, c'est qu'ici, je n'entre pas dans les spécificités d'un média par rapport à un autre, mais je reste au niveau des bonnes pratiques globales du social selling qui peuvent s'appliquer, quel que soit le choix du média social sur lequel vous décidez d'opérer. Alors, au niveau de l'image forte que vous devez créer, ça passe par la création d'un profil sur LinkedIn. Donc, la première chose à faire, c'est de s'assurer que vous avez un profil qui est complété à 100%. C'est quoi un profil complété à 100%? C'est un profil qui, déjà, au niveau du chapeau, comporte une photo de qualité qui vous représente vous en situation professionnelle, hein, et donc pas une photo sur la plage en été ou avec des copains sur un festival de musique, mais quelque chose de professionnel. Ensuite, est-ce que vous avez renseigné correctement votre titre et est-ce que vous avez déjà dit en quelques mots-clés ce que vous pouvez apporter à la personne? Vous allez aussi pouvoir, sur votre profil, ajouter une photo de couverture. Si vous faites partie d'une entreprise avec plusieurs collaborateurs, c'est un bon moyen de renforcer l'image de l'entreprise et de jouer sur de renforcer le brand building de l'entreprise tout en développant votre personal branding à vous. Vous allez aussi devoir ajouter un résumé à votre profil dans lequel vous allez pouvoir, et c'est quasiment le seul endroit au niveau de votre profil LinkedIn, vous allez pouvoir donner les arguments clés et expliquer à la personne quels sont vos points forts et ce que vous pouvez lui apporter au niveau professionnel. Ensuite, vous allez aussi devoir compléter les autres sections de votre profil. C'est notamment vos expériences professionnelles. Renseigner l'ensemble de vos expériences professionnelles, ajouter votre parcours académique, quels sont les diplômes et les écoles que vous avez fréquentées. Et puis, au-delà de ces informations qui, pour moi, constituent la base d'une image ou d'un profil fort sur LinkedIn, vous allez pouvoir également ajouter des contenus multimédia, ajouter des vidéos, ajouter des documents, des PowerPoint, des PDF, etc. pour vous différencier de vos concurrents et pour amener déjà aussi de l'information à valeur ajoutée, des présentations de l'entreprise, des présentations de produits, de services, etc. Vous allez aussi pouvoir, sur votre profil, solliciter des recommandations. C'est-à-dire, on se doute que vous allez, dans votre présentation, essayer de convaincre la personne que vous êtes le meilleur, le plus grand, le plus beau, le plus fort. Ce serait anormal de faire le contraire d'ailleurs. Mais c'est important de pouvoir avoir des recommandations de personnes extérieures qui vont venir confirmer vos compétences et vos points de force au niveau professionnel.
Vous allez également pouvoir mettre en avant certaines compétences et solliciter des recommandations de compétences. Et ça aussi, c'est extrêmement important pour donner une image forte de qui vous êtes et de ce que vous pouvez apporter à la personne. Ça, ce que je viens de présenter, c'est, je pense, les éléments importants d'un profil, sur LinkedIn. Après, il y a toute une série d'autres sections qui vous sont proposées au niveau du profil, notamment vos centres d'intérêt, les causes qui vous tiennent à cœur, etc. Chacun estimera s'il souhaite les compléter ou pas. Moi, je pense que la question à se poser, c'est est-ce que ça renforce l'image que je veux donner de moi sur LinkedIn par rapport aux objectifs que je me suis donnés et aux cibles auxquelles je souhaite m'adresser ou pas. Si la réponse est non, je pense que c'est pas nécessaire de compléter forcément toutes ces nouvelles sections que LinkedIn a ajoutées récemment. Voilà. Donc ça, c'est première étape. Je dois me créer un profil impactant, une image forte de qui je suis et de ce que je peux proposer comme compétences, comme produit et comme service à mes clients potentiels. Ensuite, la deuxième étape, je vais devoir développer mon réseau. C'est-à-dire que j'ai créé mon profil, je n'ai encore zéro connexion ou zéro relation sur LinkedIn. Je vais devoir inviter toutes mes relations professionnelles à se connecter avec moi sur LinkedIn. Ça, je pense que c'est le point de départ. Ensuite, LinkedIn va me proposer différentes suggestions de relations. Donc, il va concrètement me proposer des personnes avec qui je pourrais être intéressé d'entrer en relation. Et les suggestions de ces personnes dépendront des personnes que j'ai déjà acceptées dans mon réseau et du profil de ces personnes-là notamment. C'est important aussi de pouvoir aller visiter, ou monitorer quelles sont les personnes qui visitent votre profil sur LinkedIn, parce que vous allez voir que parmi ces personnes-là, il y en a qui sont des personnes avec qui vous n'êtes pas encore en relation. Et une des bonnes pratiques, c'est notamment de pouvoir envoyer une demande d'entrée en relation à une personne qui a visité votre profil si vous estimez qu'elle correspond aux cibles avec lesquelles vous voulez vous connecter sur LinkedIn. De nouveau, le but n'est pas de se connecter avec tout le monde sur LinkedIn, c'est de se connecter avec les personnes qui ont un intérêt pour vous. Et l'intérêt se définit par rapport aux objectifs que vous aurez définis en amont de votre stratégie de social selling. Donc, quels sont mes objectifs sur LinkedIn et quels sont, pour chacun de ces objectifs, les personnes avec lesquelles je souhaite me connecter. Voilà. Si je suis un vendeur IT, eh ben, je vais définir peut-être que mes cibles, ce sont les CEO, les CIO, les IT managers, etc. Et donc, c'est par rapport à ça que je vais pouvoir définir quelles personnes je souhaite avoir dans mon réseau et donc avec quelles personnes je vais essayer de me connecter. Voilà. Il existe aussi au niveau de LinkedIn un moteur de recherche qui est un outil extrêmement puissant. Je propose peut-être de faire une petite démo live après lorsqu'on sera dans la séance de questions-réponses qui permet de faire des recherches très très poussées pour trouver des entreprises, pour trouver des profils, pour trouver des personnes ou des fonctions précises. Il y a à peu près 400 millions de membres sur LinkedIn. Aujourd'hui, LinkedIn est une base de données probablement la plus complète et surtout la moins chère, puisqu'on peut l'utiliser de façon gratuite pour faire des recherches de prospects et de clients potentiels sur mes zones de prospection. Voilà, donc développer le réseau, c'est vraiment la deuxième étape. De nouveau, le but, c'est pas la quantité, c'est la qualité. Est-ce qu'il faut avoir 500 relations? Est-ce qu'il faut avoir 1000 relations, 2000 relations? J'ai pas de réponse à donner par rapport à ça. C'est pas tellement la quantité qui compte, c'est surtout la pertinence par rapport aux objectifs que vous vous êtes donnés. Donc, est-ce que les personnes que vous acceptez sur LinkedIn correspondent aux cibles que vous avez définies et est-ce qu'elles ont un sens pour vous dans une approche de développement de business? Voilà. Donc, soit est-ce que c'est
des acheteurs potentiels ou est-ce que ce sont des personnes qui peuvent me connecter auprès d'acheteurs potentiels ou me prescrire auprès d'acheteurs potentiels. Voilà. Ça, je pense que c'est vraiment les questions stratégiques à se poser pour définir son réseau. La troisième étape, ça va être engager son audience. Vous développez en étape 2 votre réseau, vous allez arriver avec le temps à plusieurs centaines de connexions, plusieurs milliers de connexions. Si vous vous arrêtez à cette étape-là, il ne va jamais rien se passer. C'est-à-dire que vous n'aurez aucune visibilité pour vos relations. Vous allez commencer à être visible pour votre audience et vous allez commencer à travailler votre image et votre réputation, votre crédibilité, votre expertise qu'à partir du moment où vous allez être en mesure de partager du contenu et d'engager votre audience. Au niveau des partages de contenu, on peut partager, il y a deux types de contenus. Il y a soit des contenus propres que vous allez créer ou des contenus tiers que vous allez repartager. Ces contenus tiers, c'est des contenus que vous trouvez sur des sites d'information, des thématiques, des sites, des blogs, des forums, etc. et que vous jugez pertinents et que vous décidez de repartager à votre réseau et à vos relations. Donc ça c'est le premier type de contenu. Les contenus d'entreprise. Donc si vous êtes dans des structures d'une certaine taille, il y a généralement une page entreprise qui existe et il y a des contenus corporate ou des contenus brandés au nom de l'entreprise qui sont produits par le marketing ou la communication et poussés, diffusés via la page d'entreprise. Votre rôle à vous à ce moment-là, c'est de repartager ces contenus-là à vos propres contacts. Donc voilà, ça c'est un premier type de contenu. Il y a également la possibilité de partager du contenu rédactionnel plus important via le blog et la solution Pulse, pardon. Voilà, ça c'est déjà un peu plus peut-être plus difficile ou en tout cas plus chronophage comme démarche, mais sachez que LinkedIn vous offre cette possibilité-là. Donc aujourd'hui, sur votre profil LinkedIn, vous avez quelque part un blog, un micro-blog qui est associé et que vous pouvez utiliser pour prendre la parole et partager des contenus, voilà, des contenus de fond. C'est extrêmement puissant pour bâtir votre réputation. Et c'est vraiment l'objectif de cette troisième étape. Dans la deuxième étape, on s'est constitué, je veux dire, une audience. Et dans la troisième étape, le but est vraiment de pouvoir partager du contenu pour que, au travers de ce partage de contenu, vous laissiez et vous communiquiez une image précise à vos clients potentiels de qui vous êtes, ce que vous avez à proposer et quelle valeur ajoutée vous apportez ou quelle est votre vision, votre force par rapport à vos concurrents. On peut également donc partager des images aussi sur LinkedIn. C'est très pratique lorsqu'on est notamment sur des événements ou des conférences professionnelles, etc. Et donc pour partager des actualités par rapport à votre secteur d'activité. Une fois que vous avez commencé à engager votre audience, la quatrième et dernière étape, ça va être d'établir des relations fortes. Pour cela, il ne faut pas hésiter à utiliser LinkedIn comme outil de messagerie pour rentrer en relation avec vos contacts, pour solliciter des introductions. Donc, vous êtes en relation avec une personne et vous voyez que cette personne-là est elle-même en relation avec un prospect, un acheteur potentiel. Vous pouvez et vous devez même, en tout cas c'est recommandé, mais de solliciter auprès de la personne qui fait partie de vos contacts, de vous introduire auprès de l'autre personne avec laquelle vous souhaitez entrer en relation. C'est important aussi de pouvoir échanger des messages privés, faire des suivis de rendez-vous via LinkedIn, des sollicitations de rendez-vous via LinkedIn, etc. Donc ne pas se contenter simplement de se constituer un carnet d'adresses, mais utiliser au quotidien ce carnet d'adresses pour interagir avec les personnes et établir des relations fortes. Voilà. Donc ça, c'était les 4 étapes, les 4 phases par lesquelles on passe lorsque l'on veut déployer une stratégie de social selling. Alors comment
en tant qu'utilisateur, je peux mesurer mon niveau d'adoption des bonnes pratiques du social selling. Eh bien, LinkedIn a mis au point un outil qui s'appelle le Social Selling Index. Peut-être certains d'entre vous en ont déjà entendu parler, qui va vous permettre de vous scorer par rapport à votre performance ou à votre utilisation des bonnes pratiques de social selling que je viens de vous présenter. Et ce score-là, vous pouvez le mesurer, c'est gratuitement. Vous vous connectez sur l'URL qui est reprise ci-dessus, où vous tapez dans le moteur de recherche Google Social Selling Index, il va vous faire remonter généralement en premier résultat la page de destination de l'outil LinkedIn. Et donc là, vous allez recevoir une cote de 4, enfin sur 100, pardon, qui évalue justement votre maturité et votre usage des bonnes pratiques par rapport aux 4 piliers et aux 4 étapes que je viens de vous présenter précédemment. Voilà. Pour conclure, sachez que WSI propose donc toute une série de services pour vous accompagner dans la mise en place de votre stratégie de social selling, que ce soit en termes de formation, en termes de coaching, en termes d'accompagnement de vos équipes sur le terrain dans le déploiement, et également dans la production des contenus pour bâtir votre réputation en ligne. Donc n'hésitez pas à visiter le site formationsocialselling.fr pour en savoir plus par rapport à cela, ou à contacter votre consultant WSI le plus proche. Alors, avant de passer à la partie questions-réponses, un deuxième petit sondage. Justine, je te redonne la main. Oui, je le lance tout de suite. Voilà, donc ici c'était pour voir un petit peu par rapport à ces thématiques social selling qui manifestement vous intéressent puisque vous êtes inscrit à ce webinaire, voir un petit peu de façon plus précise quels seraient vos besoins et par rapport à quel type de solution vous souhaiteriez éventuellement un accompagnement de la part de WSI. On laisse encore quelques minutes pour répondre. Bon, voilà, ça fait 1 minute. Je vais partager les résultats. Voilà, Laurent, si tu veux les résultats du sondage, je pense que tu les vois. Je ne les vois pas ou en trop petit pour pouvoir les déchiffrer. Peut-être que tu peux me les lire. Alors, tu as 47% des personnes votant qui sont intéressées pour l'optimisation de leur stratégie social selling actuelle. Tu as également 29% qui sont intéressés pour connaître leur capacité à faire du social selling. D'accord. Et 29% également pour le coaching formation. Et pour le reste, tu as 12% en diagnostic et 18% en autres. D'accord. Parfait. Écoutez, merci en tout cas pour ces précisions. Donc, le consultant WSI le plus proche de chez vous reviendra vers vous par rapport à cette expression de besoin pour y apporter des réponses et des solutions. Ce que je propose maintenant, c'est peut-être de passer à la séance de questions-réponses. Alors, tu as une question de Alexia Gaudron qui demande pourquoi mettre un profil personnel? Ne faut-il pas plutôt développer le profil entreprise? Oui, c'est une excellente question. En fait, c'est complémentaire. C'est-à-dire que le profil entreprise va permettre de communiquer toute une série d'informations, de contenus brandés de l'entreprise. Ensuite, il est demandé et il est souhaité à chaque collaborateur de l'entreprise, les commerciaux, mais pas que les commerciaux. En principe, chaque employé, chaque collaborateur de l'entreprise devrait avoir un profil LinkedIn optimisé, mis à jour, et il devrait être abonné à la page entreprise
donc à la page de son entreprise. Et chaque fois qu'un contenu est posté par le marketing ou la communication sur la page entreprise, le rôle de l'employé, du collaborateur, est de repartager ce contenu à ses propres contacts. Parce que c'est très difficile de développer même une page entreprise si on n'a pas les collaborateurs qui servent de relais. Ça prend énormément de temps, d'énergie pour développer des abonnés sur la page entreprise. Et la façon la plus rapide et la plus efficace d'y parvenir, c'est de demander aux collaborateurs de jouer de relais et d'amplificateurs par rapport au contenu. Imaginez, vous avez une page entreprise de 5000 abonnés, ce qui est déjà pas mal. Hein, je veux dire, pour y arriver, ça prend déjà un certain temps et certains efforts en termes de contenu et de production de contenu. Mais si après, vous avez 20, 50 ou 100 collaborateurs dans l'entreprise qui eux-mêmes ont 200, 500, 1000 ou plus relations sur leur compte personnel LinkedIn. Imaginez l'audience potentielle que vous pouvez toucher au travers des collaborateurs de l'entreprise. Donc, les deux, la page entreprise et le profil personnel, sont complémentaires. Ensuite, il y a toute une série d'interactions, d'entrée, de mise en relation, etc., qu'on ne sait pas faire via la page entreprise. Donc, à partir du moment où on veut faire du social selling, on veut proactivement développer ces connexions avec des acheteurs potentiels, vous n'allez pas pouvoir le faire depuis une page entreprise. Voilà. Est-ce que ça répondait à la question? Apparemment oui, elle te remercie. D'accord. Il n'y a pas d'autres questions, donc si personne n'en a, on va vite accélérer puisqu'on a déjà dépassé le temps imparti. Donc, Oui. continuez, Laurent. Voilà. Juste pour clôturer, sachez que le 14 décembre à Paris se tiendra le Digital Summit organisé conjointement par la Chambre de commerce Paris-Île-de-France, les digiteurs et WSI, et que nous avons une offre pour les participants de ce webinaire où on vous offre en fait l'entrée gratuite à cet événement où donc, le billet d'entrée a une valeur de 250 € et en tapant le code promo DS 2016 LAN28, vous pourrez vous y inscrire gratuitement. Allez voir sur le site wsidigitalsummit.fr le programme. Donc, il y a différentes tables rondes qui sont organisées avec des professionnels du digital, des consultants WSI, mais aussi des gens extérieurs de différents types de solutions et prestataires, et qu'on va aborder les principales thématiques et les principaux enjeux du web marketing aujourd'hui, en 2016, et les enjeux pour 2017 et les années à venir. Voilà, donc c'est vraiment une date à retenir, le 14 décembre à partir de 13h30, c'est à Paris. Voilà, donc je pense qu'on a fini le webinaire. Je vous remercie toutes et tous pour votre participation. N'hésitez pas à revenir vers nous si vous avez d'autres questions par rapport au social selling. N'hésitez pas à visiter le site formationsocialselling.fr si vous souhaitez en savoir davantage sur les formations, le coaching et les services que nous pouvons vous proposer à ce niveau-là, ou de contacter directement votre consultant WSI le plus proche. Je vous remercie et je vous dis à très bientôt. Au revoir à tous, merci de votre présence.